Chapitre 36. Les jardins de l'hôtel de ville. Bastiane, 6 juillet 1947. Nous sommes le premier dimanche du mois de juillet. Je suis revenu en France depuis 3 jours. J'avais rendez-vous à Puteaux avec Maurice Ponte. Je suis certain d'avoir un poste au laboratoire de recherche et je commencerai en octobre. Je suis arrivé à la gare du Havre dans la matinée et j'ai eu un choc. Je ne reconnais plus rien. La grande et belle ville que j'ai connue n'existe plus. La gare est toujours là, mais elle n'a pas été épargnée. Le beffroi est amputé de sa statue en bronze, encore que je crois me rappeler que c'était déjà le cas avant que je parte. Les plaques de marbre qui recouvraient la façade se sont désolidarisées sous l'effet des bombes. Il y a des échafaudages au-dessus du grand hall pour la réparer. Le tram de la ligne qui va de la station de la gare à Hôtel de Ville traverse les ruines. Je reconnais au passage le palais de justice dont les fenêtres ont explosé et dont la toiture a été arrachée par le souffle des explosions. La façade est criblée d'impacts et noircie par les incendies. Par endroits, les trous causés par les explosions ont été grossièrement rebouchés. Toute la partie située entre le palais de justice et le bassin du commerce n'est que ruine. L'hôtel Grand Select est le seul bâtiment à avoir résisté du côté gauche du boulevard de Strasbourg. Le somptueux palais de la Bourse, qui était un peu plus loin au fond de la place Carnot, a succombé aux bombes incendiaires. En descendant du tram, je m'arrête un instant, déboussolé, tournant sur moi-même pour essayer de me repérer. Dans la rutière, la vie semble avoir repris ses droits, car les commerçants s'y sont réinstallés. D'un côté, ce sont les ruines de l'aile est de l'hôtel de ville. Bizarrement, le kiosque des tramways est encore debout. C'est un miracle que ce petit édicule ait survécu au bombardement de septembre 1944, alors que le Petit Louvre, ainsi que les Havrais appelaient leur hôtel de ville, et les immeubles alentours se sont effondrés comme des châteaux de cartes. Je m'avance jusqu'au débouché de l'avenue Foch. Mon regard se dirige vers la mer, qu'autrefois on ne voyait pas, cachée qu'elle était par des immeubles dont il ne reste plus que des gravats. Il y avait même une église, Saint-Joseph, me semble-t-il. Il n'en subsiste rien. De l'endroit où je suis, j'aperçois quelques immeubles encore debout dans les quartiers Saint-François et Notre-Dame. Je ne m'étonne plus que les journaux aient parlé d'une ville rayée de la carte du monde et qu'il y ait eu tant de morts parmi les civils. Comment Adeline a-t-elle pu réchapper à cet enfer de milliers de tonnes de bombes qui sont tombées pendant une semaine? Il est 14 heures. Je m'avance dans les jardins de l'hôtel de ville dont on voit encore le tracé des allées. Quelques arbres et bosquets ont résisté. La nature finit toujours par reprendre ses droits. Plus je progresse dans ces jardins fantomatiques, plus mon cœur s'emballe. Et si elle n'est pas là? La lettre que je lui ai fait parvenir via le prêtre du Larzac est-elle arrivée jusqu'à elle? Le seul indice m'assurant qu'elle pensait encore à moi date de juillet 1945. C'était il y a 2 ans. Il a pu s'en passer des choses en 2 ans. Elle a pu tomber amoureuse d'un autre. Les prisonniers français sont revenus et puis il y a eu les GIs. J'ai bien vu comment les femmes leur tombaient dans les bras, même en Allemagne. Non, c'est impossible. Elle m'aimait, elle m'aime encore, comme moi je l'aime, de toutes mes forces. Nous nous sommes promis l'un à l'autre en août 44. Seul cet amour m'a permis de tenir ces dernières années. Soudain, je la vois, assise sur un banc en train de lire. Je stoppe instantanément, paralysée. J'admire de loin son profil pur, ses boucles blondes qui tombent sur ses épaules, sa mince silhouette moulée dans une robe verte à fins motifs floraux, ses longues et fines jambes. Adeline, mon amour, tu es venue. Comment va-t-elle réagir? Va-t-elle me reconnaître sans l'uniforme sous lequel elle m'a toujours connue? Elle ne m'a jamais vue vêtue d'un costume civil, comme le complet clair que je porte en ce jour d'été. Le chapeau a remplacé ma casquette d'officier de la Luftwaffe. Lorsqu'elle relève le nez de son livre et tourne la tête dans ma direction,
Mon cœur manque un battement. Mais elle se lève d'un bond et court vers moi, sans une hésitation, abandonnant son livre et son sac sur le banc, perdant par la même occasion son chapeau. Je ne peux qu'ouvrir les bras pour la recevoir contre moi. « Bastien, mon amour !» répète-t-elle dans un souffle. « Tu es enfin revenu !» Rendu muet par l'émotion, je ne peux que resserrer mon étreinte. Je la sens trembler comme une feuille contre moi. Cette onde de chaleur que j'ai toujours ressentie à son contact me traverse de part en part. Quand elle relève le menton et que nos regards se rencontrent de nouveau, nos lèvres se cherchent instantanément et se soudent en un long, très long baiser. J'attends ce moment depuis près de 3 ans. Ses doigts sur ma nuque, son corps épousant le mien. Enfin, nous voilà réunis. Il faut bien interrompre notre baiser si nous voulons reprendre notre souffle. Je retrouve enfin la parole. « Ah oui, mein Liebling, j'ai tant attendu ce moment. » Je caresse son visage comme je l'ai fait tant de fois avant que nous soyons séparés. Je ne me lasse pas de la regarder. Elle est telle que dans mon souvenir. Je repense à la réflexion de ma sœur, la semaine dernière lorsqu'elle l'a vue en photo. Lana Turner en plus mince. Je souris à cette image. En effet, il y a une légère ressemblance, mais Adeline est bien plus belle, plus naturelle. « Quand as-tu été libérée ?» me demande-t-elle. « Le 8 juin. J'ai été rapatriée vers l'Allemagne et je suis arrivée à Duderstadt le 17. J'étais le dernier de la famille à rentrer, mais je te raconterai ça plus tard. Je suis restée là-bas juste le temps de régler quelques affaires. Et je n'avais qu'une idée, te rejoindre. » Pour toute réponse, Adeline cherche de nouveau mes lèvres, pour un baiser qui s'éternise de nouveau et nous laisse haletants. « J'ai eu si peur, mon amour, » avoue-t-elle. « Il s'est passé tant de temps avant que je sache que tu étais encore en vie. » Je sais, mon père m'a montré la lettre que tu lui avais envoyée. Il l'a reçue en mars 46 et m'a informé que tu avais survécu dans une de ces lettres que j'ai reçues près de 4 mois plus tard. Cette lettre, je l'avais envoyée un peu comme on jette une bouteille à la mer, mais j'étais si inquiète, j'avais besoin de savoir. Tu ne peux imaginer comme cette petite phrase écrite par mon père pour me dire que tu avais survécu au bombardement du Havre m'a soulagé d'un poids qui me pesait depuis des mois. Les journaux parlaient d'une ville totalement détruite, de milliers de victimes civiles. Heureusement, Eric et Johan me soutenaient que tu avais dû passer tout ce temps dans l'abri chirurgical souterrain de l'hôpital, à t'occuper des blessés avec ton père. Je me suis accrochée à cette version. C'est ce qui s'est passé, en effet. Et lorsque nous rentrions à la villa par la petite porte au fond du parc, parce que la rue Félix-Faure était zone interdite, c'était pour dormir dans la cave. La serrer de nouveau dans mes bras est tout ce que je peux faire en cet instant. Et j'ose à peine imaginer ce qu'ils ont enduré, après avoir vu de mes yeux ce qui reste de la ville du Havre. Le vacarme incessant des bombes, le sol qui tremble, les incendies, les bâtiments qui s'effondrent. Adeline reste blottie contre moi. Je sens son cœur battre à l'unisson avec le mien. Je n'ai plus envie de bouger. J'ai peur que tout ça ne soit qu'un rêve. Je vais me réveiller dans le camp de prisonniers. Mais mon amour me sort de ma torpeur. Tu sais, j'ai bien reçu aussi la lettre que tu m'as fait parvenir en début d'année. J'aurais tant aimé pouvoir te répondre, te dire que je t'aimais toujours, que je t'attendais. Elle s'interrompt un bref instant avant de poursuivre. « Viens, me dit-elle, ne restons pas ici. C'est tellement triste de voir toutes ces ruines. La vie du Havre s'est maintenant déplacée dans d'autres quartiers. Nous nous dirigeons main dans la main, comme des amoureux vers la station de tramway de l'hôtel de ville. C'est quelque chose que nous n'avions jamais pu faire auparavant, tant j'avais peur qu'Adeline subisse les conséquences d'une liaison avec le soldat allemand que j'étais. Tout en cheminant, elle me raconte les lendemains des bombardements, la réorganisation de la ville avec la présence des Américains, les fameux camps cigarettes, servant alors pour les GIs et aujourd'hui à loger les sinistrés depuis leur retour au pays. La présence des Américains
à redonner de la vie à cette ville en ruine. Imagine-toi que Glenn Miller et son orchestre sont venus ici en décembre 1944, dans le camp de la forêt de Montjon. Il y avait des navettes, des bus impériales londoniens, qui permettaient aux GIs de descendre en ville, rejoindre les quelques lignes de tram rétablies. Je souris à cette évocation. Je contemple surtout le visage de mon Adeline, rose d'excitation, quand elle me parle de cette vie. Elle poursuit son récit, enthousiaste. Les lieux de divertissement sont depuis autour du cours de la République ou du Rond-Point, avec ses bars et ses cinémas, sans oublier les ruches de Saint-François et de Notre-Dame, dans les rares immeubles encore debout. Le quartier du Rond-Point est en quelque sorte devenu le nouveau centre-ville. Les Havrais se promènent maintenant sur le cours de la République, de la gare au Rond-Point, entre cafés, cabarets, cinémas, piscines, palais des expos, magasins en tout genre. Le marché a lieu sur les trottoirs du cours de la République désormais. Arrivés place de l'hôtel de ville, nous prenons le trolleybus. Adeline m'explique qu'il est nouveau. Je remarque surtout le méli-mélo de câbles au-dessus d'un carrefour pendant le trajet. Après avoir traversé des quartiers en ruine, encore et toujours, nous descendons rue Georges Laforie pour rejoindre ensuite la rue Félix-Faure. Et d'en haut, la vue est encore plus désolante. Adeline me désigne la place du Rond-Point, là où le 12 septembre 1944, lors de la libération de la ville, un groupe de Havrais a dressé le drapeau tricolore sur l'horloge aux 4 cadrans. « C'est le casino qu'on voit là-bas » lui demandai-je en pointant mon index plein ouest. « Oui, c'est bien lui. Des travaux ont été engagés l'année dernière pour restaurer l'aile sud, pour que les jeunes puissent se divertir. Quand je pense qu'avant-guerre, c'était toujours plein. Mais les touristes ne viennent pas dans une ville détruite et qui pendant des années va être en chantier. Le port, lui, semble avoir retrouvé une activité intense, remarquai-je. Oui, en effet. Avec les Américains, il est même devenu une véritable fourmilière. Les Liberty Ships entraient et sortaient les uns derrière les autres, dans un sens pour apporter le ravitaillement et dans l'autre pour ramener les soldats vers leur terre d'origine. Et regarde là-bas, sur la chaussée des États-Unis, où on voit bien les bunkers et les abris antiaériens. Ils ont parfaitement résisté au bombardement. En même temps, ils étaient prévus pour ça. Adeline me signale aussi le boulevard Clémenceau, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il ne subsiste que l'immeuble art déco dit le transatlantique, qui n'est plus blanc, mais a été repeint en couleur militaire, pour servir de point de repère aux pilotes des bombardiers alliés, et 2 autres, dont un accueillait sur son toit un radar antiaérien, et l'autre n'avait plus de façade. L'hôtel Frascati, malgré les dommages subis par les bombardements, abrite toujours provisoirement la capitainerie du port. D'ailleurs, sur la façade de l'hôtel, me dit-elle, il y a encore le panneau « 16th Port of Embarkation, Operation Building ». Et la petite plage était la zone utilisée pour les débarquements des engins amphibies. Et juste après, tu as le sémaphore américain, et de l'autre côté, à l'entrée du port, les quais ont été reconstruits avec l'aide des Américains, dont un grâce au caisson Phoenix du port artificiel d'Arromanches. « Et la piscine flottante ?» questionnai-je, je ne la vois pas. Le CNH s'est installé provisoirement dans le bassin de la Barre depuis l'année dernière. Nous avons même depuis cette année les ballets nautiques du CNH, la première équipe de France dans cette discipline. Le CNH est même le premier club de France à posséder les 4 disciplines reconnues par la Fédération française de natation. Nous reprenons notre chemin vers la villa, enlacés. Je nous revois dans cette piscine flottante, ce jour où nous nous sommes défiés, où la photo de groupe sur laquelle Adeline dévoile sa plastique de rêve a été réalisée. Ma main caresse instinctivement sa taille, et je la sens frissonner.